Bonjour et bienvenue dans le point de lecture d'avril. Si ça ne se casse pas la figure, tout ça. Bon, il y a un abandon au milieu. Ah, c'est rare, hein, c'est rarissime, mais c'est comme ça. Donc, des deux BD et le reste, c'est des romans. Bon, il y en a des courts, des moins courts. Voilà. Donc, on va commencer rapidement. Déjà, je vous remercie d'être là. Merci de vos commentaires sur les vidéos précédentes. J'espère que les petites vidéos à venir vont vous plaire. Les 4 premiers, je vais y passer rapidement dans le sens où j'en ai déjà parlé en fait dans mon update lecture de mi-avril. Ouais, je patine un peu dans la choucroute aujourd'hui. De mi-avril. Donc, je vous renvoie, je vous mets le lien quelque part et dans la barre d'infos sur ce update. Donc, en gros, c'est pas la peine que je redéveloppe pendant 20 minutes. Donc, j'ai lu Les loups garous d'Argentine, donc de Jérémy Vulk. Oui, ça va être très compliqué. Ça fait 2 jours que j'ai une petite migraine, donc ça va être, je sens que ça va être long cet enregistrement. Bref. Et voilà, j'ai été déçue parce que c'est trop facile. Vraiment, c'était trop facile. Dès la première page, j'ai su de qui ils parlaient, comment ils allaient développer le truc. Voilà. Donc, je l'ai lu, c'est sympa. Ça peut vous plaire si vous aimez un peu la période. C'est un peu une uchronie quand même, hein. C'est vendu comme un policier. Moi, voilà. C'est un policier qui mène l'enquête sur sa famille, sur son grand-père qui était censé être un rescapé d'Auschwitz. Dès les 2 premières pages, vous savez que son grand-père a menti et vous savez où vous allez arriver. Donc, voilà. Ensuite, j'avais lu Magda Szabo, donc rue Cataline, sur cette personne, enfin cette jeune fille qui hante une maison avec des habitants, etc. Bon, c'est la plume de Szabo, hein, donc c'est une plume pas facile, c'est pas évident aussi parce que on peut penser que c'est un peu froid, un peu voilà. Moi, j'ai bien aimé, mais voilà, il faut aimer ce genre de plume, hein. Je sais ce que vous savez, si vous n'avez pas aimé La Porte, n'y allez pas, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine. Ensuite, j'ai lu ces 2 nouvelles donc de aussi Sempersky, donc Les Travailleurs de l'Enfer. Oui, c'était rue Cataline. Avec 2 petites nouvelles du diable et de sa cour, assez loufoque, assez baroque, assez gothique, avec beaucoup d'humour. Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture, je me suis bien amusée, hein, donc, voilà. Le seul truc, c'est que je ne veux pas trop croiser le diable, hein, mais enfin, j'en suis. En parlant de diable, ah, vous avez vu, je travaille mes enchaînements, hein. Euh, j'ai lu donc L'Ange Dominique de Fabiano Massimi avec Caroline de la chaîne Miss Carolivre et donc notre Virginie de la chaîne de Totalie Brune qui ont fait leur rapport aussi dans leur point lecture, donc vous avez qu'à aller voir ce qu'elles en disent. Qu'on a beaucoup aimé. Oui, j'ai gardé les signés, mais je vais les virer un jour. Sur l'histoire donc de Angela Robal, donc la nièce de Hitler, qui avait été retrouvée morte dans l'appartement de son oncle d'un coup de feu, et les 2 inspecteurs qui vont mener l'enquête. Donc c'est à la base une histoire évidemment vraie, et comme je l'ai dit, l'auteur s'est engouffré dans les zones d'ombre pour pouvoir broder dans cette histoire. On l'a lu, on l'a mangé assez rapidement. Franchement, sur la période, sur cette histoire-là, sur le déroulé, c'est quand même un des meilleurs que j'ai lu récemment. Le seul truc qu'on lui a reproché toutes les 3, c'est que sur les 40-50 dernières pages, il y a trop de rebondissements qui s'enchaînent. Voilà. Voilà. Mais je crois qu'en ce moment, c'est le problème, hein. Il y a beaucoup de romans où ils lambinent pendant 400 pages et puis les 50 ou 60 dernières, il vous arrive un dédale. Voilà, mais c'est pareil pour celui-là. Donc, mais on vous prévient. Voilà. Voilà. Donc, on attaque ce que vous n'avez pas encore vu. Voilà, ou que je ne vous ai pas encore présenté. Donc, voilà. Lecture, comment vous dire? Lecture sublime.
Voilà. J'ai beaucoup aimé donc le Rimbaud, je vous le mets bien, bien comme il faut. Le Rimbaud, dernier voyage de Alain Virkondolé. Franchement, c'est un roman que j'ai trouvé envoûtant. Alors, il parle à trois voix, c'est-à-dire qu'il est à la fois Rimbaud, à la fois quelqu'un qui qui le tutoie, donc il s'adresse à lui comme à un pote, et à la fois un narrateur extérieur. Donc, c'est juste une façon assez rapide, il faut s'y faire hein, tout de suite, mais c'est hyper bien fait. Euh, Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé de suivre Rimbaud, donc de son départ d'Aden jusqu'à Marseille par le bateau, avec tous les douleurs qu'il a endurées, etc. Oui, toujours si vous entendez un chien qui aboie, c'est normal. Hein. On a trois parties. Il y a une partie où c'est vraiment son départ d'Aden à la caravane, plus le bateau, donc l'Amazone, qui vont arriver dans le port de Marseille. La deuxième partie, c'est quand il est à Marseille et qu'on décide de l'amputer pour le sauver. En gros, on fait la rencontre de sa mère, Vitaly. Le fait qu'il va revenir donc chez lui dans les Ardennes, dans sa maison familiale. Et la troisième partie, c'est quand il repart à Marseille parce que malheureusement ça s'est envenimé la situation et il repart cette fois-ci avec Isabelle, sa sœur. Et donc on suit la longue agonie de Rimbaud. Alors l'auteur a vraiment voulu donner cette possibilité au lecteur d'accompagner Arthur Rimbaud à ses côtés, savoir s'il s'est réconcilié avec Dieu, lui qui n'avait ni Dieu ni maître, les interrogations, les regrets qu'il peut avoir. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé la plume parce qu'on est toujours un peu en marge. De Rimbaud. On est comme si on est. En fait, j'avais l'impression d'être à ses côtés à chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose. Et ce fait qu'il mêle le tu, le je, le il, moi, m'a pas du tout déstabilisé. Moi, j'ai beaucoup aimé. En plus, bon, Rimbaud est quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui, quand j'avais 8 ans, je le rappelle pour ceux qui sont nouveaux ici, je voulais l'épouser, lui, Albator. Hein, donc voilà. Bref. Oui, oui, ça arrive. Hein, voilà. Après, oui, moi, je voulais épouser le garçon de la peinture de Bronzino, le jeune homme, la portrait d'un jeune homme de Bronzino. Vous voyez voilà, non, mais j'ai des goûts particuliers en matière de garçons. Vous verrez quand je ferai les 15 garçons sur l'île déserte, parce que ça a été plébiscité. Voilà, voilà. Donc, vous allez voir, j'ai des goûts particuliers quand même. Donc, voilà, Arthur, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, sa poésie. Sa vie, j'ai lu énormément de choses sur lui. Dès qu'il y a un truc qui est écrit Rimbaud, je lis. J'ai lu l'autre Rimbaud de David Le Bailly sur son frère Frédéric que j'avais dévoré, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, donc et en plus, la description de l'endroit où il a passé ses dernières heures, la Conception, c'est un endroit que je connais bien, hein, voilà, et devant lequel je passe pratiquement tous les matins. Et je suis la tarée qui, au mois de novembre, va poser une fleur devant. Voilà. Donc, je sais, je connais tous les endroits qui sont cités dans le livre. Alors, il y a juste une petite erreur, mais je pense que c'est une erreur d'impression, c'est bête. Hein. Faites attention à la chronologie à la fin. Il est marqué qu'il meurt en septembre 1891 et il est mort en novembre. Mais c'est vraiment une erreur de frappe. En fait, je pense que c'est une erreur de frappe et étant assistante de direction, je peux vous assurer que ce genre de truc, ça peut arriver. Voilà. Donc, c'est vraiment... Voilà, j'ai marqué une phrase parce que j'ai trouvé qu'elle était très belle, mais je vais éviter de vous la lire parce que je déteste faire ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui est... C'est la page 182, pour ceux qui voudront savoir. C'est vraiment un très beau roman. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'aime bien, j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'auteur et ça m'a fait un plaisir fou d'être aux côtés d'Arthur pendant quelques temps. Autre vraiment très bonne lecture. Alors, je vous assure, franchement, alors là... voilà, j'étais très contente parce que je me suis dit, ouh, l'ange Munich, enfin les trucs du travailleur de l'enfer, l'ange de Munich qui était vraiment bien, et puis le Rimbaud qui était au-dessus, je me suis dit, oh là, on part sur le coup de cœur. Alors, je pense que ça sera un des coups de cœur de l'année.
Voilà, parce que pour l'instant, j'ai pas trop de coups de cœur. Style l'année dernière, j'avais déjà des coups de cœur. Alors j'attends mai parce que j'espère avoir le coup de cœur avec la suite. Oui, je sais, je suis complètement débile. Je suis quand même passée à la librairie pour aller précommander 1794. Quand même. La fille m'a dit oui, mais il sort que le 6 mai. Je dis je m'en fous. Je vous le paye d'avance. Je le veux. Voilà, donc on ne sait jamais. Hein. On n'est pas à l'abri de ouh, mais voilà. Ça s'appelle Cabale à la cour de Jean-Michel de la Comté. C'est chez Robert Laffont. C'est un. Alors, comment je peux expliquer ça? En fait, c'est un, un échange, une conversation entre Philippe d'Orléans, donc le neveu de Louis XIV, et Saint-Simon, qui est un de ses amis, qui, en fait, Saint-Simon vient le voir, alors qu'on est en train de faire le lever du roi, il est un peu ennuyé, parce qu'il se trame une cabale à la cour, en fait, contre Philippe d'Orléans, qui a épousé la fille de la princesse palatine, qui ne lui est pas très, très fidèle, hein, et puis en plus, qui est amoureux fou d'une autre femme, mais non seulement, bah alors, il pourrait le faire profil bas, mais pas du tout. Pas du tout, tout le monde est au courant, il apprend, enfin, il la présente comme étant la femme de sa vie, enfin, ouais. Et il traîne, il est quand même un peu débauché, le Philippe. Donc, Simon vient lui dire ouais, faites attention, parce que, en fait, Madame de Maintenon, qui, quand elle s'est mariée avec Louis XIV, était une femme très austère, très, très pieuse, très machin, donc avait un peu mis la cour à sa mesure. Il vient lui dire que, en fait, en gros, le roi est très, très fâché contre lui, que l'autre, elle monte la sauce, et que il est pas, il est à ça de se faire un peu jeter de la cour. Bon, alors c'est quand même le neveu du roi, donc il dit, et c'est le futur régent, hein, je rappelle, donc il dit, non mais attends, il se prennent pour qui là les gueux, voilà. Et Saint-Simon et l'auteur fait un dialogue, en fait, c'est monté comme une pièce de théâtre, en fait. Ça pourrait d'ailleurs être fait en pièce de théâtre. Je pense que sur scène, ça devrait être sublime, quoi. Parce qu'il y a des petits... il y a très peu de passages où on explique ce qui se passe, entre guillemets, en coulisses, mais c'est vraiment... Moi, je l'ai pris comme une pièce de théâtre. Alors, même si au début, il y a quand même des passages où on vous explique qui est Philippe d'Orléans, je pense que sur scène, un metteur en scène peut très bien le faire et c'est parfait. L'écriture est au cordeau. C'est une finesse dans l'écriture. Ça sonne juste. C'est vraiment une conversation. Moi, c'est un peu un match, vous savez, de ping-pong. Ça se répond du tac au tac comme ça. C'est deux personnes qui essayent, un qui essaye de sauver la réputation de son seigneur. On pense quand même qu'il y a quelque chose à gagner, hein, en gros une chambre à la cour. Et Philippe d'Orléans est déchiré parce qu'il aime cette femme profondément. Il ne veut pas s'en séparer, mais il ne comprend pas les arguments de son ami quand il lui dit la seule manière qui est de te sauver de là, en fait, de vous sauver de là, monseigneur, c'est quand même de rompre avec cette femme, de montrer à la cour que vous avez compris, que vous avez fait une truc. Allez revoir votre femme qui vous aime bien, qui pourra vous comprendre et il ne peut pas la blairer. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Les intrigues de la cour sont hyper bien mises. On sent très bien le côté courtisan, le côté lèche-cul, hein, bien sûr, excusez-moi, mais c'est à peu près ça, de beaucoup de courtisans qui tournaient là. On sent bien l'omnipotence et le côté du roi de Louis le Grand, hein, on va dire, de notre ami le roi Soleil. Toutes les petites manipulations, le fait que effectivement personne n'était à l'abri d'être banni sur un coup du sort ou sur un coup de gueule de Louis et bien soufflé par Madame. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la cabale à la cour, franchement. Je vous dis, l'écriture, le côté pièce de théâtre, tac au tac, huis clos, parce qu'ils sont tous les deux seuls dans l'antichambre de Philippe d'Orléans. Ce côté montée de sauce, on va dire, montée de petite intrigue et de se dire est-ce qu'il va vraiment renoncer. Alors oui, on va éviter de vous spoiler la fin, mais bon, vous avez fait histoire, vous comprenez. Mais voilà, franchement, c'est vraiment
mais palpitant. C'est un tête-à-tête palpitant. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est inspiré des Mémoires de Saint-Simon. Donc, franchement, voilà. S'il y a un livre du mois, ça dépasse même en lecture, de plaisir de lecture, ça dépasse L'Ange de Mick, mais au-dessus, même Rimbaud, hein, pour vous dire. Hein. Donc, c'est vraiment, je vous dis, je pense que c'est un coup de cœur de l'année. Ça rentrera dans les coups de cœur de l'année. Autre livre que j'ai lu, alors entre-temps, oui, j'ai lu les BD, parce que j'avais envie de lire des BD. Surtout que j'avais fait une commande France Loisirs, que je vous montrerai dans un book haul. Alors, il y a la pile à lire, oui, l'aparté, je fais une pile à lire, bon, forcément pour mai, il n'y a pas beaucoup de bouquins, je vous expliquerai pourquoi. Et en fait, j'ai acheté quelques bouquins, notamment sur France Loisirs, et on m'a offert des bouquins aussi pour une lecture commune de cet été, dont je vais essayer de ne pas me tromper de nom, parce que je ripe sur le nom de cet auteur, et Dame Chantal me dit tout le temps « Non, Lisa, vous vous êtes trompée ». Oui, désolée. Je pense que ma dyslexie marche très fort pour cet auteur-là. Il va falloir que je me concentre. Hein. Donc, je vais vous tourner un book haul. Alors, sachant que la pile à lire de mai est en book haul parce que j'ai acheté pratiquement tous les livres. Mais celui-là, c'est un book haul de solde de pâle que j'ai, qui me reste à lire, je pense, avant la fin de l'année. Donc, j'ai acheté sur France Loisirs le tome 3 du Club des 5. Donc là, c'est Club des 5 contre-attaque. Voilà. Bon, alors évidemment, c'est palpé sur, enfin, copié-collé sur les romans hein, du Club des 5. Donc là, évidemment, la maman de Claude va à l'hôpital pour une appendicite. Les enfants sont laissés sous le joug d'une gouvernante un peu acariâtre, qui a un garçon qui est un petit con et un chien qui déteste Dagobert, et Dagobert le déteste d'entrée de jeu. Donc, ils décident de partir sur leur île, là, en face, mais bon, évidemment, il va leur arriver des aventures. Voilà, je retrouve tout le temps mon âme d'enfant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Franchement, à chaque fois, c'est un bonheur parce que voilà, comment dire, c'est les quelques minutes de parce que c'est très court, hein, vous voyez, c'est vraiment, je sais pas, il doit avoir, je sais pas, il y a 28 ou 29, 30 pages, donc ça va très vite. Mais je me retrouve comme quand j'avais 6, 7 ans, 8 ans que je lisais le Club des 5, quoi. Voilà, donc c'est un petit bonheur, c'est mon petit bonheur régressif. Voilà. Voilà. Et la deuxième BD, c'est pas du tout régressif. Hein. Voilà, vous savez, mon appétence pour l'histoire et les BD historiques aussi, à part Dagobert, Lucky Luke, Astérix, Corto Maltese, Black et Mortimer. Je lis ça aussi. Alors là, nous sommes en fait dans une histoire. C'est Michel Koninger qui en fait va retracer les derniers combats des volontaires français engagés dans la 33e division de grenadiers Waffen-SS. Oui, qui sont partis à Berlin pour défendre la ville. Donc, c'était des engagés. Alors, il y avait des volontaires, il y avait des opportunistes aussi dans cette division-là. Et il y a 3 tomes. Moi, j'ai acheté le premier là parce que je voulais savoir ce que c'était. Vous voyez les dessins, je vous montre. Donc, en fait, on va les suivre. Ils arrivent, le premier tome, là, moi j'ai acheté le deuxième pour mai, donc vous verrez le deuxième. Donc, le premier tome, ils arrivent à Berlin, donc cette division-là. Ils skient le monde français. Ils se retrouvent dans un Berlin qui est en ruine, pratiquement, qui est bombardé tout le temps. Qui subit l'attaque des Katyusha russes, puisque l'armée rouge est aux portes de Berlin, voire à l'intérieur. Et au fil des pages, l'armée rouge rentre. Et ils vont se retrouver face à l'armée rouge. Ils vont se battre, on va dire, d'abord rue par rue, puis bâtiment par bâtiment. Mais c'est surtout pour suivre le cheminement de cette division-là, qui était effectivement des Français engagés volontaires dans la SS et dans la Waffen-SS, qui vont se faire aider par les derniers combattants qui étaient sur place. Alors, soit les soldats de la Wehrmacht qui en avaient ras-le-bol, mais vraiment, ils étaient au-dessus, soit les derniers fanatiques qui étaient là, soit les derniers gamins enrôlés dans de la jeunesse hitlérienne et dans les jeunesses hitlériennes qui étaient conditionnés, qui pensaient que c'était le merveilleux de se sacrifier pour le Führer, qui était, je rappelle, puisque on commence au 24 avril, qui était en gros dans son bunker et qui était en fin de course.
Mais eux ont lutté jusqu'au dernier, pratiquement, pour défendre le bunker de Hitler. Donc là, dans ce premier tome, on pose vraiment les personnages, le contexte de Berlin détruit, des gens qui sont en train de crever de faim aussi. Bref, tout ça. Mais ça pose aussi, évidemment, la lumière sur ces hommes, ces Français qui avaient trahi leur pays, hein, je rappelle. En gros, pour se battre aux côtés des nazis. Alors, il ne faut pas confondre, parce que quand j'en ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit « Ah ouais, mais c'est comme les malgré nous. » Non, 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 non. Alors, j'ai dit non, pas du tout. Eux, c'était des engagés volontaires. Alors oui, dans les malgré nous, il y avait quelques volontaires, machin. Mais les malgré nous, c'était principalement des Alsaciens qui, quand les Allemands qui avaient envahi, évidemment, le territoire ont commencé à manquer d'hommes, notamment dans la SS. Ils ont récupéré les hommes, les Alsaciens, et les ont enrôlés de force. Alors, vous allez me dire, ouais, on a le droit de refuser. Enfin, oui, sauf si on met ta famille en joue, hein, en gros. Alors, bien sûr, il y avait des volontaires dans les Maghrébins, mais enfin, les 3/4, voire les 90%, c'était des enrôlés de force. Hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, ce n'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment des mecs qui étaient vraiment pour le régime de Vichy, pour les nazis, pour s'engager volontaire dans la Waffen-SS. Voilà, c'est un niveau au-dessus quand même. Hein, voilà. Donc, bonne BD. Honnêtement, c'est chez Paquet. C'est le premier tome. Moi, j'ai bien aimé. Les dessins sont bien faits. C'est bien foutu. Vraiment, voilà, j'aime beaucoup. Et ça retransmet très bien ce qu'était cette 33e division. Donc franchement, voilà. 2 autres livres. Alors, il y a un livre, c'est une suite, et l'autre, c'est un abandon. Je vous en parlerai. Je vais vous parler de l'abandon après. J'étais très déçue, hein. Franchement, alors là, surtout en plus, je vous expliquerai. Donc, j'ai lu le 3e tome des aventures, des chroniques du monde or. J'espère que vous le voyez bien, parce que la couverture est sublime. Voilà. Là, c'est le tome 3, c'est Le Prince des Abysses, de Laure Enza. C'est un auto-édité, c'est une auto-édité. C'est une de mes copines qui écrit, alors je vous laisse la découvrir, qui écrit aussi des feel good. Voilà. J'avoue, je n'ai pas lu ses feel good, mais des retours que j'en ai, elle a pas mal de succès. Mais elle s'est lancée dans cette saga qui s'appelle donc Les Chroniques du Monde Or, et pas du Monde d'Or, comme je... Oui, au début, j'avais du mal, je disais Monde d'Or, et tout le monde disait non, mais c'est pas le Seigneur des Anneaux. Mais oui, du Monde Or, mais je pense que, voilà. Parce que c'est... avant de vous raconter ce que c'est cette saga, Laure est quelqu'un qui utilise la langue, qui fait des trouvailles linguistiques et qui utilise la langue, mais véritablement vraiment bien. Alors, beaucoup de personnes, au début, quand elle a sorti cette saga, ont dit que c'était la saga jeunesse. Moi, je dis que c'est une saga d'anticipation. Voilà. Ça peut être lu, ça peut être pris comme de la jeunesse. Je comprends pourquoi certains, mais elle a des thématiques qui sont quand même un peu plus profondes. Alors donc, ça peut être de 7 à 77 ans entre gros, parce que je pense que les gamins qui le lisent, vont prendre ça comme une aventure initiatique, on va dire. Et les plus âgés vont voir les thématiques dessous, parce qu'elle parle d'écologie, surtout dans les 2 premiers où on était dans le désert, et on s'aperçoit que son désert, en vérité, c'était la mer Méditerranée qui était asséchée. Et à la fin du 2, on découvre cet homme-là, Hawkeye, qui est en fait issu d'un peuple aquatique. Donc, elle développe dans le tome 3 sa naissance, son enfance, son adolescence. Hawkeye, en fait, est un prince. C'est le fils de la reine. Simplement, c'est une société matriarcale. Mal barré, le garçon... parce qu'en vérité, le pouvoir se passe de mère en fille. Et un garçon, ça fait tâche. Voilà. Donc, sa mère le rejette. Elle préfère, en fait, adopter, entre guillemets, sa nièce, donc la fille de sa sœur jumelle, qui est donc une fille. Et Hawkeye va être pris en charge par une autre personne qui va l'élever. Et ce garçon se révèle très intelligent, très fin, très, très fin. Avec des pouvoirs qu'il ne comprend pas trop, et avec des attirances pour certaines choses
capte pas bien. Et on va le suivre sur ce chemin, on va dire, initiatique. Et les chapitres sont assez courts. C'est dense quand même, hein, comme écriture. C'est 400 pages, mais je peux vous assurer que voilà, c'est pas aéré. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup cette saga. Alors, je vais vous dire pourquoi. J'ai juste un bémol et elle le sait, je lui ai dit. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'il y a cette trouvaille de langue, il y a de la réflexion, les personnages sont bien posés, elle explique, vraiment, elle a ce côté un peu conteuse dans cette saga-là. Et alors, le seul truc, c'est que moi, j'ai lu les 2 premiers. Je me suis beaucoup attachée au prince Akilam dans les 2 premiers. Et j'ai pas eu le même coup de cœur que j'avais eu pour le prince Akilam pour Aoukai. J'ai bien aimé ma lecture parce que je voulais découvrir ce personnage qu'on avait vu à la fin du tome 2. Le tome 4 vient de sortir et donc cette fois-ci on retrouve Aoukai avec Akilam et l'autre personnage, le troisième, à qui elle consacrera les tomes 4, 5 et 6, qui cette fois-ci, je crois que c'est la forêt qu'elle décrit, la nature et la forêt. Elle a fait à chaque fois dans un contexte particulier, donc désert, eau et forêt. C'est vraiment une saga d'anticipation où il y a beaucoup d'écologie, où il y a beaucoup d'humanisme. C'est pour ça que je le lis toujours parce que je veux savoir. Voilà. À part que voilà, j'ai préféré pour l'instant Akilam et que j'ai bien eu ma lecture et ma compagnie d'Aoukai, mais il ne m'a pas autant révolutionné, très étonnamment, que l'avaient fait les 2 premiers tomes. Voilà. Mais je vous le conseille parce que voilà, je trouve que la société matriarcale et le fait que la mère, sa reine et certaines femmes deviennent très dures. Et en fait, elle dénonce aussi les travers de ces sociétés qui s'appuient que sur un genre. Donc, que ça soit patriarcal où il n'y a que les hommes qui règnent et là, il n'y a que les femmes, les mecs sont mis au rebut. Voilà. Alors, il y en a certaines qui diront tant mieux, machin, ils comprendront. Mais voilà, ça dénonce aussi un peu les travers qu'il peut avoir dans l'extrême et dans l'intolérance de tout. Mais voilà, donc c'est les Chroniques du Monde Hors, le Prince des Abysses de Laure Enza. Donc c'est un auto-édité. Et donc je finis par, ça va être vite, hein. Inès. Terry Hayes, Je suis Pilgrim. Donc c'est les éditions Le Livre de Poche, pardon. Ça m'avait été offert par Dame Chantal, je la cite là, pour mon anniversaire, donc au mois d'août dernier. Qui avait beaucoup aimé visiblement. Ça traînait dans on va dire dans ma palle. Non, mais c'est quelque chose. J'attendais. Oui, j'ai mis un signet parce que j'ai relevé quelque chose, comme d'habitude. Et donc j'attendais le moment. Et puis bon, là je me suis dit, oh, j'ai envie de le lire. Mais vraiment, j'avais vraiment envie de le lire. Donc j'ai commencé. Donc alors je précise que Terry Hayes est un scénariste d'Hollywood, etc. Et donc ça se sent. Hein. On voit qu'il a l'habitude des dialogues, des rebondissements, de ce côté tension, truc de montée. Donc en fait on est en fait, le gros de l'action se situe à peu près quelques temps après le 11 septembre, même si au début, voilà, il développe. Les 70 premières pages, je me suis dit, ah ouais, pas mal. Donc, j'ai commencé à lire et j'étais vraiment contente parce que c'était ce fameux Pilgrim, qui est un ancien service de renseignement américain qui est chargé de traquer un terroriste qui s'apprête à commettre quelque chose comment dire, un acte contre l'humanité, on sent que la tension monte, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il découvre un cadavre rongé par l'acide dans une baignoire. Voilà. Donc, il y a des petites choses qui montent comme ça et on se dit, ouh là là, ça commence, c'est pas mal, etc. Et même si certains peuvent penser que c'est un thriller, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un roman d'espionnage. Et j'ai commencé ma lecture et j'étais emballée. Et petit à petit, ça et là, il y avait des clichés, il y avait des stéréotypes. Alors,
je suis pas le genre de fille à m'offusquer pour beaucoup de choses. Je me suis pas offusquée, hein, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'a m'arrêter dans ma lecture, même si je trouve qu'il y a des fois des clichés sur certains bouquins qui sont vraiment très cons. Mais je me dis, oh là là, ouais, voilà. C'est très, ça fait un peu cliché hollywoodien, ça fait un peu manichéiste. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est très manichéen. C'est les gentils, c'est les Américains, les méchants, c'est forcément les autres. Donc forcément, ça va être tout ce qui est musulman dans ce livre-là, puisque c'est à peu près comme ça que ça se passe. Euh, mais je suis arrivée à la 200e page et je commençais à faiblir dans mon intérêt. Et je me suis dit, oh tiens, c'est étonnant pourtant, voilà. Et je suis donc arrivée donc à la 78, donc au chapitre 19, visiblement. Et alors là, je me suis dit, je vais faire une pause. Parce que je n'arrivais plus à lire, j'avais plus du tout envie de continuer de savoir ce qui se passait. Je ne sais pas pourquoi. Alors, soit je me suis dit, est-ce que je continue, je me force à lire. Alors maintenant, je ne me force plus hein, quand je n'ai plus envie. Alors, je ne sais pas si ça va être un abandon définitif ou si je vais le laisser poser et je le reprendrai. Alors, peut-être en marge de The Black November ou en marge de The Black November, même si c'est pas un machin, mais ça peut être rentré dans ce cadre-là, en espérant qu'il y ait une catégorie qui puisse me le faire rentrer. Du coup, peut-être que je le finirai parce que d'ici là, je pense pas que j'aurai oublié, enfin j'espère. Sinon, je le lirai en diagonale pour me rappeler. Mais voilà, je suis très enfin, j'aime pas du tout abandonner un livre. Ça m'était pas arrivé depuis début 2019. Voilà. Donc, je sais pas si c'est parce que c'était pas le moment de le dire et que j'avais pas vraiment envie de le lire, plus envie de continuer. Je me suis lancée dans un autre bouquin que vous verrez dans la pile à lire de mai et que j'adore. Donc, j'ai reçu une BD entre-temps, le tome 2 de Berlin, et que vous verrez aussi dans la pile à lire. Et je vais le lire le week-end du 1er mai. Mais voilà, je suis... il me reste la moitié, quoi. Et c'est rare que je sois à ce point-là tiraillée sur le fait que j'abandonne. Je déteste abandonner un bouquin. Voilà, jeune, je me serais forcée à le lire. Désormais, en vieillissant, je peux vous assurer, vous n'avez plus du tout de scrupule d'abandonner. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abandonner un livre définitivement en vous disant non, il est trop naze. Voilà. Alors qu'il n'est pas naze, hein. Je suis sûre qu'il n'est pas naze, mais c'est juste que peut-être que ce n'est pas le moment, que je ne suis pas dans la condition de le lire actuellement. Peut-être que voilà, quand je dis, peut-être que je le lirai que quand on fera le Black November, parce que ce sera dans la mouvance thriller, policier, machin, etc. Espionnage, ça rentre un peu dedans. Je me dis, bon, allez, hop, on rentre tout dedans, comme j'aurai déjà mon esprit là-dedans, peut-être que ça passera mieux, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que ça vous est arrivé d'abandonner un livre? Est-ce que vous l'avez lu et est-ce que vous l'avez abandonné? Vous adorez? En plus, après l'avoir abandonné, je suis allée voir. Il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé et d'autres qui ont adoré, comme d'habitude, mais c'est un peu 50-50. J'ai l'impression que c'est mitigé. Donc voilà, je fais partie des gens qui ont lu que la moitié. Donc je suis... voilà. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai lu au mois d'avril. Je vais essayer de reprendre ma pile sans ça se casser la gueule. Parce que de toute façon, ça va se casser la gueule. Hein. Vous avez l'habitude avec moi. Je vais mettre celui que j'ai le plus aimé devant pour éviter de mettre celui que je n'ai le moins aimé Je suis pourrie, mais je ne veux pas trop lui faire de la pub parce que, enfin, perso, moi, voilà quoi. Alors, quand vous parlez de clichés, de stéréotypes, allez-y pour les loups-garous, franchement. Hein, enfin, en plus, il y avait matière, quoi. Et en plus, oui, c'est ça qui m'a énervé le plus, je crois. C'est qu'il y avait matière à faire quelque chose de beaucoup mieux, quoi. C'est... voilà, bref. Voilà tout ce que j'ai lu pour le mois donc de avril. Je trouve que c'est un bon mois.
j'ai bien aimé ma lecture, certaines lectures, d'autres moins. Et puis, mais sinon, voilà, c'est un bon mois que je trouve que j'ai pas mal lu et je suis très contente d'avoir lu tout ce que j'avais prévu et d'en avoir rajouté en plus. Donc, parce que l'enjeu unique n'était pas du tout prévu au programme. Mais voilà, il y avait l'occasion de faire la lecture commune avec mes potes, avec mes copines, Caroline et Virginie. En plus, Caroline, on a sur ce sujet-là, on a ce sujet-là en commun. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on se tourne autour, on va dire, sur certaines lectures. En mai, je vais lire un livre qu'elle a adoré, que j'avais acheté en même temps qu'elle, mais que j'ai attendu. Et quand j'ai entendu son avis, déjà que j'avais très envie de le lire, elle m'a donné encore plus envie. Donc voilà, c'est ça. Donc prochaine vidéo, donc forcément la pile à lire de mai, qui suivra par un book haul, on va dire rassembler tout les derniers achats et ce que je vais lire et ce qu'on m'a envoyé, ce qu'on m'a offert. Après, je sais pas du tout ce qu'il y a. Il y a une vidéo thématique avec mes 10 personnages dont je suis tombée amoureuse. Il y a prévu au programme de mai, hein, il y a un tag. Et il y a ma trousse de maquillage, parce que vous me l'avez tous demandé. Donc, voilà, je vais la tourner. Et papotage final, il n'y aura pas beaucoup de livres en mai. Il y aura des vidéos, mais je serai pendant 15 jours, je ne vais pas pouvoir lire pratiquement pour des raisons très personnelles. Et je serai assez peu présente. Pas tout le temps. Donc, du coup, je pense que je vais faire 2-3 vidéos qui sont style, vous savez, la trousse de maquillage, le tag et la thématique. Je pense que je les enregistrerai pratiquement la même journée ou dans le même week-end et je les programmerai parce que j'aurai pas le temps. Je sais très bien que je vais être amenée à faire d'autres choses et que j'aurai vraiment pas, voilà, vraiment pendant 15 jours, je pense qu'il y a vraiment ces 15 jours-là de mai où je vais être hors service. Et donc, voilà, c'est pas la peine que je me surcharge et que je m'excite. Donc, voilà. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi s'il y en a certains que vous avez lus, si certains vous attirent, s'il y en a certains que vous vous dites « Ah ouais, non, mais t'as raison, il est nul celui-là, machin ». N'hésitez pas, commentaire ouvert, vous le savez. J'ai eu un petit problème de commentaires sur mes 10 classiques. Je ne comprends pas. Il y a 2 commentaires qui se sont affichés que je lis, que je peux lire, mais qui ne s'affichent pas dans les commentaires sous la vidéo. Donc, c'est de Coralie Paris et l'autre, c'est de Gwenaëlle. Donc, si vous passez par là, mesdemoiselles, je vous ai mis en épingle mes réponses parce que je les vois, mais ils ne s'affichent pas et ils sont dans ma boîte commentaires en cours d'examen. Je clique pour les mettre, pour oui, publier, machin, je ne comprends pas pourquoi ils sont dans le truc d'examen. Et ils ne veulent pas s'afficher. Je ne comprends pas, alors qu'il y en a plein dessous. Je ne capte rien. Donc, si vous passez par là, ce n'est pas parce que je vous ai squeezé. Hein. Voilà, ce n'est pas mon style. Je réponds à tous mes commentaires. Mais je n'arrive pas à publier votre commentaire et ma réponse. C'est complètement con, ce truc. Je ne capte rien. Voilà. Voilà. Donc, d'ici là, je recommence. Portez-vous bien. Faites attention, on n'est pas sorti du lac. Même si c'est censé reprendre un peu. Faites attention quand même, voilà, on n'est pas à l'abri d'une rechute, hein, si on fait que des conneries. Et puis, bonne lecture. Prochaine fois ici, j'espère que ça vous a plu. Faites de bonnes lectures, portez-vous bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, ferme ta gueule, Lisa. Voilà, je pense que ça va être ça. Ferme ta gueule, Lisa, c'est une bonne chose. Je pense qu'il y en a plein qui sont derrière l'écran en train de dire c'est exactement ce que je suis en train de me dire. Ferme ta gueule. Voilà.